Bonsoir, bienvenue à tous. C'est avec beaucoup de plaisir et non sans une certaine émotion que j'introduis pour la première fois cette finale de ma thèse en 180 secondes à l'Université de Genève. C'est un événement très important pour notre institution, tant pour les étudiants qui y participent que pour l'occasion que représente cet événement de donner un aperçu de la diversité des projets de recherche à l'Université de Genève. Pour les étudiants, c'est l'occasion de présenter leurs sujets de recherche à un large public et de montrer à quel point ils sont engagés. En préparant l'événement, ils ont aussi l'occasion de rencontrer d'autres étudiants d'horizons très divers, en provenance de différentes facultés, avec lesquels ils tissent des liens durables, créant par là leur premier petit réseau, dont on sait à quel point ils sont importants tout au cours de la carrière et de la vie. L'exercice de ce soir, c'est donc présenter un sujet de thèse en 180 secondes. Disons-le réellement, c'est un exercice difficile. Présenter un sujet de recherche très complexe à un public de non-experts, qui plus est très hétérogène, c'est un tour de force. Le faire seulement en 3 minutes, en incluant la pertinence du sujet et à quel point il est passionnant, c'est vraiment difficile. Être capable de présenter quelque chose en fonction du public auquel on s'adresse et en fonction du temps imparti, c'est assurément essentiel pour la carrière académique, mais c'est important, quelle que soit la carrière que l'on a, une fois ou l'autre, il faut défendre un projet, faire un entretien. Et même dans la vie privée, qui n'a pas besoin, une fois ou l'autre dans sa vie, de prendre la parole à un événement de famille. L'événement de ce soir, c'est un concours à l'issue duquel il y aura une ou un vainqueur, et les 3 étudiants les mieux classés pourront participer à la finale suisse. Mais vous l'aurez compris, avant tout, c'est un exercice de communication. L'université accompagne les candidats en leur offrant des formations tout centrées autour de la communication, allant de l'improvisation théâtrale à des cours sur le support visuel, le choix du support visuel, le choix du texte, des coachings individuels, l'organisation d'une pré-finale et une répétition générale. Vous l'avez donc compris, les étudiants que vous allez entendre ce soir ont fait un travail considérable pour se préparer. Certains, en plus, ont dû vaincre leur timidité extrême et d'autres, leur peur de ne pas suffisamment maîtriser la langue française. Chers étudiants, je veux donc vous féliciter d'avoir osé vous imposer cet exercice difficile. Je vous garantis que vous en bénéficierez tout au long de votre carrière et de votre vie, et je me réjouis beaucoup de vous entendre. Les stars de ce soir, ce sont donc les étudiants. Mais nous avons un jury d'experts qui vont les évaluer et que je tiens déjà à remercier. Il y a Camille Bonvin, professeure au département de physique théorique, Magali Bossy, lauréate du 2e prix du jury de l'édition 2023 et chercheuse à la faculté des lettres, Martina Schuba, journaliste à la RTS, Marius Tisserand, expert en égalité et chef de projet à Lausanne, et finalement Pascal Chiarini, doyen de la faculté des sciences de la société. Merci. Il y a également les personnes qui travaillent en coulisses pour réaliser cet événement. Je pense notamment à toute l'équipe de soutien aux doctorants pilotée par Mallory Schaub, l'équipe de communication avec Fanen Sisban, sans parler de tout le service audiovisuel travaillant en collaboration avec Marius Poppy. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour réaliser cet événement. Le concours de ma thèse en 180 secondes existe dans le monde francophone depuis 2012, en Suisse depuis 2016, et l'événement de ce soir, c'est la 8e édition pour l'Université de Genève. Nous avons la chance depuis quelques années de l'organiser en partenariat avec l'Aimant Bleu. C'est une aubaine pour les étudiants qui peuvent se faire entendre au-delà des murs de l'université par tous les téléspectateurs. Ainsi donc, je vais maintenant céder la parole à Céline Argenteau qui va modérer l'événement de ce soir. Merci. Ravie de vous retrouver à nouveau depuis Uni Dufour pour cette nouvelle édition. Et vous l'avez dit, Madame la vice-rectrice, il y aura 12 performances ce soir, 7 chercheuses et 5 chercheurs qui vont se présenter. Vous, cher public, vous aurez un rôle à jouer. Vous avez sur vos programmes un petit QR code avec le numéro des candidats et vous pourrez voter pour votre candidat ou candidate favori. Et puis, il y aura ces fameux 3 prix du jury et je vais donc inviter ce jury à me rejoindre sur scène. On peut les applaudir.
Voilà, Magali, je m'adresse à vous, puisque vous étiez sur cette même scène l'an dernier, vous aviez obtenu le 2e prix. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir à la place souhaitée? C'est émouvant, c'est éblouissant, et je me souviens avec vraiment beaucoup d'émotion de ce rond rouge que les candidates et candidats ont le droit de dépasser. Si jamais ils débordent, ils ont le droit. Ce soir, comment est-ce que vous allez juger les candidates et candidats? Alors avec tout mon cœur et tout mon sérieux, quelqu'un m'a dit tout à l'heure que ce qu'on attend des candidates et des candidats ce soir, c'est qu'ils nous fassent rêver. Et je crois que c'est vraiment ça, qu'ils nous fassent rêver, qu'ils nous emportent et qu'ils partagent avec nous leur passion et leur joie d'être ici. Merci Magali. Camille Bonvin, vous êtes cosmologiste et vous avez aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous expliquez les concepts. Est-ce que c'est facile de passer justement de vos recherches à le fait d'expliquer à la population, aux auditeurs? Alors non, c'est pas si facile en fait de vulgariser, de rendre en fait accessible à tout le monde la recherche que l'on fait. Mais je pense que c'est un exercice très très important. Et puis c'est aussi un exercice qui nous permet de prendre à nous-mêmes chercheurs un petit peu de la hauteur, d'essayer de voir pourquoi on fait ça, comment on le fait et l'expliquer à tout un chacun. Donc je me réjouis du concours de ce soir. Martina Chiba, vous êtes journaliste, écrivaine. Pour vous, c'est un peu votre quotidien de vulgariser, d'expliquer parfois des concepts un peu compliqués qu'on a en Suisse. À quoi vous serez attentif ce soir? Alors moi, je mesure la difficulté de cet exercice. Même après 35 ans de journalisme télévisé, c'est toujours compliqué de parler en public, de délivrer un message simple, intelligible, rigolo des fois, plein d'émotions. Et je vais être très sensible à la manière dont on s'adresse au grand public. Parce qu'effectivement, c'est des notions très particulières. Des fois, on a même de la peine à comprendre le titre. Et donc, je me réjouis de voir comment ils vont s'en sortir à ce niveau-là. Pascal Chiarini, je bascule de l'autre côté. Voilà, on vous voit aussi régulièrement dans les médias. Hein. Vous êtes professeur en sciences politiques notamment. Comment est-ce que vous appréhendez les médias et cette vulgarisation qui est un peu un mot tabou normalement dans la recherche? J'ai toujours considéré que mon rôle de professeur était aussi de contribuer au débat public. Et c'est pourquoi je réponds effectivement volontiers aux sollicitations des médias. C'est un format qui ressemble un peu à celui-là, hein, parce que c'est des réponses très courtes, et encore on vous coupe généralement après au montage. Et donc je suis par avance admiratif par rapport à l'effort qui va être fait, parce que c'est vrai qu'une thèse, c'est un immense travail, et réduire ça en 180 secondes, c'est un exploit. Merci beaucoup Pascal. Et je me tourne vers Marius Disserand. Pour vous, comment ça va se passer ce soir? À quoi vous serez attentif? Peut-être le langage un peu plus? Pas forcément, c'est une première pour moi, donc c'est un peu tout nouveau aussi. En tant que politicien, comme l'a dit aussi Martina, on s'habitue jamais. Pour moi, c'est aussi tout le temps un stress de passer devant des gens. Je pense que ce à quoi je vais être le plus attentif, c'est la joie. On a besoin d'énormément de joie aujourd'hui. Je pense qu'avec l'ère qu'on traverse et tous les enjeux auxquels on fait face, on a besoin énormément de médiation scientifique, tout ce que ces personnes font, et je me réjouis de les voir, mais aussi beaucoup de plaisir et de joie, parce que c'est ça la vie avant tout. Merci beaucoup à tous les 5. On compte sur vous. Vous attribuerez les 3 prix du jury. Je vous laisse reprendre vos places, vous préparer pour ces performances. D'ici quelques minutes, nous allons commencer le direct sur Léman Bleu Télévision. Ce sera à 19h pétante. Voilà, n'éteignez pas vos téléphones exceptionnellement parce qu'ils vous permettront de voter pour ces fameuses candidates et candidats. Voilà, peut-être un petite consigne au début de l'émission, tonnerre d'applaudissements. Je pense que tous les doctorants et doctorantes auront besoin de votre soutien. Donc à chaque performance, vous pouvez y aller, crier, scander leur nom. Voilà, on compte vraiment sur vous pour donner de la voix. Merci en tout cas d'être ici et à tout de suite. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ma thèse en 180 secondes, 8e édition pour l'Université de Genève. Ce soir, 7 chercheuses, 5 chercheurs vont se présenter à vous et tenter de vous passionner pour leur sujet. 180 secondes pour convaincre le jury, mais aussi pour vous convaincre, vous, cher public, chers téléspectateurs. Nous sommes ensemble pour 1h30. Ma thèse en 180 secondes, c'est parti. Dans
quelques instants les premières performances de cette grande soirée et à l'issue seront attribués 3 prix du jury. Ce jury aura la lourde tâche donc de les départager et je vais me permettre de les présenter. Nous avons ce soir Camille Bonvin, professeure à la faculté des sciences de l'Université de Genève, Magali Bossy, chercheuse à la faculté des lettres, lauréate du 2e prix du jury à ma thèse, c'était l'an dernier, Martina Chiba, journaliste à la RTS et écrivaine, Marius Dizeran, chargé de projet en promotion de la santé et prévention, et Pascal Chiarini, professeur et doyen de la faculté des sciences de la société. Devant votre télévision et ici dans la salle, vous aurez aussi un rôle à jouer puisque vous pourrez attribuer le prix du public. Chaque candidat a un numéro. Il vous suffira ensuite de flasher le QR code qui va s'afficher soit sur votre écran, soit le QR code qui se trouve sur vos programmes ici pour les personnes qui sont dans la salle. Cela vous permettra donc de voter pour votre candidat préféré. Juste avant de faire venir sur scène le tout premier candidat, je me tourne vers ces 12 doctorants qui sont là. Ils doivent avoir un peu la pétoche. Vous imaginez dans quel état ils sont devant ce public. Je vous propose de les applaudir bien fort juste avant de commencer. Voilà, ça y est, maintenant qu'ils sont bien boostés, je vais pouvoir appeler sur scène le tout premier candidat. Il s'appelle Jérémy Kessler. On découvre son portrait et ensuite sa performance. Je m'appelle Jérémy, je travaille sur une toute nouvelle molécule messager qui est présente dans le corps. Dans ma thèse, mon rôle spécifique, c'est de voir son effet au niveau de la régénération des muscles. Ce qui m'a donné envie à participer à ce concours, c'est tout simplement pour expliquer à mes proches qui me demandent souvent ce que je fais dans mon travail et je ne sais pas répondre. La plupart du temps, j'essaie de leur expliquer d'une façon ou d'une autre, mais à la fin, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc avec ce concours qui nous permet d'apprendre au final à vulgariser, j'espère pouvoir leur faire comprendre enfin ce que je fais dans ma vie. J'ai trouvé ce travail très difficile. De façon générale, je ne suis pas à l'aise à l'oral. C'est extrêmement compliqué de réduire et choisir exactement les bons mots pour que tout le monde comprenne ce qu'on veut transmettre. Mais ça m'a permis d'apprendre plus de choses aussi à ce niveau. Je voulais aller en finale juste pour pouvoir montrer mon travail aux gens qui m'entourent, les gens qui m'ont aidé, juste présenter et prendre plaisir à leur montrer ce travail. Merci d'être là et profitez bien de cette session de ma thèse en 180 secondes. Dans notre société, le monde a constamment évolué grâce à un élément clé, la communication. Que ce soit par nos discussions, lettres, emails, chacune de nos interactions va influencer plus ou moins nos choix. Dans notre corps, ce n'est en fait pas si différent. Nous avons des milliards de cellules qui communiquent constamment entre elles. Pour ce faire, elles vont produire des toutes petites molécules messagers, et plus précisément des protéines nommées cytokines, que l'on peut comparer par analogie à un colis postal, avec un emballage et un message à l'intérieur. Parmi ces colis, 2 d'entre eux sont indispensables à notre survie. Et pourtant, on ne les comprend pas encore. Et face à ce genre de problème en recherche, la meilleure solution qu'il nous reste est souvent de changer notre approche. Et pourquoi pas en se basant sur notre vie quotidienne. Par exemple, qui parmi vous a déjà offert un jouet à son animal de compagnie ? Et a découvert ensuite que ce même compagnon trouvait en fait le carton d'emballage bien plus captivant. Et je pense que vous avez compris où je veux en venir. Tout le monde en recherche était tellement occupé à examiner le message lui-même qu'ils ont négligé les emballages. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. En étudiant ces emballages, nous avons en fait découvert que les 2 colis ont une anomalie. Le premier colis va toujours finir avec son emballage endommagé. Quant au second, il n'aura pas d'adresse de livraison. Cependant, dans notre laboratoire, nous avons fait découvert que le vrai colis formé comprend en fait les 2. C'est-à-dire un bon emballage avec une adresse de livraison. Mais maintenant, imaginez ouvrir ce fameux colis et trouver quelque chose d'inattendu à l'intérieur. Une toute nouvelle molécule messager, inconnue jusqu'à présent. Mais comme pour tout message, il y a un objectif, un but. Certains messages vont par exemple dire à d'autres cellules « Toi là-bas, oui, toi, viens donc ici, on a besoin de toi. » Ou encore
Toi, multiplie-toi. Et toi, la cellule qui fait une thèse, mais réveille-toi enfin. Mais la grande question que vous demandez tous sûrement est que va faire ce nouveau message? Il va en fait nous conférer des capacités de régénération tissulaire dignes d'un phénix après des blessures. Imaginons par exemple que vous blessez le bras. La cacophonie entre les cellules s'installe, entre les blessés, les premiers secours et celles qui créent à tue-tête des messages de panique. Tout cela aboutissant à la formation de cicatrices. Mais maintenant, si toutes ces cellules pouvaient recevoir uniquement le nouveau message, tel un professeur revenant parmi ses doctorants, l'ordre reviendrait et votre bras pourrait se régénérer correctement. En somme, comprendre les différents messages du corps pour nous permettre de les contrôler, sans les bloquant, les modifiant, voire les utilisant directement à notre avantage au moment opportun pour guérir différentes maladies. Et n'oubliez pas, notre vie est remplie d'une multitude de messages, mais au final, un seul de ces messages est parfois suffisant pour changer votre vie. Bravo Jérémy, pile sur le gong. Voilà, félicitations. Le public est conquis. Merci beaucoup Jérémy. Et on va parler un petit peu de notre cœur avec Mégane Germini. Moi, je suis Mégane. Ma thèse, elle est très pratique. Je suis là pour développer des nouvelles prestations pharmaceutiques du pharmacien, plus exactement du pharmacien clinicien. L'année dernière, j'ai participé au concours. J'ai malheureusement pas passé la pré-finale, mais malgré ça, c'était quand même une expérience humaine extraordinaire. Je me suis remotivée cette année en me disant que c'est quelque chose que j'aime faire, pouvoir parler de ce que je fais et se prêter à l'exercice de vulgariser sa thèse et de pouvoir aussi avoir une opportunité de la présenter à un public différent que celui de mon quotidien. J'aime beaucoup le théâtre, j'en fais. J'aime beaucoup l'improvisation théâtrale, j'en fais aussi. C'est un petit amour qui naît à chaque fois que je monte sur la scène. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'insuffisance cardiaque et prendre soin de votre cœur, je vous invite donc à venir m'écouter et à voter pour moi. Parce que quand le cœur va, eh bien, tout va. Le cœur, cet organe si noble, siège des émotions, symbole des sentiments et indicateur de votre santé. Quand le cœur va, eh bien tout va, n'est-ce pas? Mais attendez, vous me dites que vos chevilles gonflent au point de vivre en Birkenstock toute l'année? Et que vous prenez du poids à toute vitesse sans avoir abusé du chocolat? Et que vous êtes essoufflé au moindre effort? C'est évident, vous souffrez d'une insuffisance cardiaque. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, rassurez-vous, c'est le cas de la majorité des 200 000 personnes touchées par cette maladie en Suisse. Je vous explique. En fait, votre cœur n'est plus capable de pomper efficacement le sang pour le distribuer dans tout votre corps et oxygéner vos cellules. On n'en guérit pas. Et si l'on ne fait rien, les hospitalisations vont s'enchaîner et le cœur finira par s'arrêter. Heureusement pour nous, il existe des traitements pour stabiliser la maladie et éviter le pire. Entresto, Aldactone, Belloxoc, Forxiga seront vos nouveaux alliés. Alors non, ce ne sont pas les têtes d'affiche du prochain Paléo Festival, ni même les skis tendance de cet hiver, mais bien les 4 médicaments qui vont rythmer votre vie. Votre défi, les avaler tous les jours. Ce sera difficile. Mais avec ma thèse, j'ai une solution. Que pensez-vous d'une leçon intensive par un pharmacien des diagnostics à l'hôpital ? Comme un moniteur de ski le ferait à vos débuts sur les pistes. Lui, il vous parle technique, équipement et sensations pour dévaler les pentes. Et moi, je vous parle médicaments, maladies et symptômes alarmants pour vous impliquer dans votre suivi. L'objectif de ma thèse, c'est de créer un enseignement qui améliore les connaissances des patients insuffisants cardiaques afin qu'ils gèrent mieux leur traitement. Pour ce faire, j'ai interrogé des malades pour comprendre leurs besoins et croyances, puis j'ai conçu un programme éducatif et ludique sur la maladie avec l'aide de patients partenaires et de soignants. J'ai évalué son impact en l'intégrant dans une expérience scientifique. Certains résultats montrent que mes patients améliorent nettement leurs connaissances sur la maladie, mais que ce savoir ne se maintient pas dans le temps. Bon, que retenir? Eh bien que comme pour le ski,
avec une seule leçon, il n'est pas encore possible de dévaler les pistes noires avec assurance. Pour progresser, il faut s'entraîner avec un coach et persévérer. Eh bien, pour une maladie, c'est tout pareil. Bon, vous l'aurez compris, vivre en confiance avec votre insuffisance cardiaque, eh bien, ça s'apprend sur du très long terme. Bon, le message dans tout ça, c'est que vous assurez un coaching continu par votre pharmacien. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est vous permettre de protéger ce cœur, cet organe si noble. Parce qu'en fait, quand le cœur va, eh bien, tout va. Et bravo, Mégane. Je vous laisse regagner votre place. Et on va parler peut-être maintenant de ce virus qui nous a occupés pendant quelques années avec Anthony Nubert-Champier. Alors, je m'appelle Anthony Nubert-Champier et moi, mon travail, c'est d'étudier les relations neuro-immunitaires en lien avec les troubles cognitifs qu'on observe après le Covid. Je me suis dit, quand même, ça pourrait être intéressant de montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait en recherche. C'est facile à comprendre dans ce contexte-là de ma thèse en 180 secondes. J'ai vraiment envie que les gens, ils apprennent quelque chose, ils retiennent quelque chose, mais après, c'est quand même 5 ans de recherche qu'on résume en 3 minutes, donc oui, il y a quand même une petite difficulté. Ouais. Alors en fait, j'ai une petite fille de 6 ans qui s'appelle Nina, et depuis le début, elle m'écoute tous les jours, à chaque fois qu'on est ensemble, pour m'entraîner pour faire mon texte. Et du coup, c'est un peu le rituel quand on est ensemble. Après, évidemment, ça reste un concours, donc on a envie de gagner. J'ai surtout envie de continuer dans l'aventure, sans dire ça comme ça, pour aller à Fribourg, potentiellement après aller en finale internationale. Je suis sûr que vous connaissez tous les symptômes du Covid au moment où vous tombez malade. Mais maintenant, est-ce que vous connaissez aussi bien les conséquences à long terme de cette infection? Ça, j'en doute un peu plus. Alors avant toute chose, j'aimerais vous faire un petit récap de la situation. Donc, ce virus du SARS-CoV-2 a globalement infecté tout le monde en fait. Donc, on est tous dans le même bateau. Oui, mais pas tout à fait. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on observe qu'environ 20% des personnes qui ont été infectées conservent des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, de la fatigue, ce genre de difficultés, et ça 6 mois, voire 1 an après la maladie. Et je vais même aller plus loin. Je suis sûr que si on réfléchit un petit peu, vous-même ou dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui expérimente ces troubles cognitifs après le Covid. Et vu le nombre de personnes que je vois hocher la tête, j'en déduis que oui. Eh bien, voyez-vous, c'est dans ce contexte-là que moi j'interviens. Le but de ma thèse, c'est d'essayer d'expliquer et de comprendre pourquoi certaines personnes conservent des troubles cognitifs après le Covid et pourquoi d'autres, non. Alors vous allez me dire, du coup, où est-ce que t'en es? Et je vous répondrai que dans ma thèse, j'ai formulé une hypothèse qui consiste à dire que l'immunité qui vous protège au moment où vous tombez malade va avoir un coût à long terme. Oui, mais voilà. Malheureusement, on a encore un petit souci, parce qu'une des stratégies de l'immunité pour vous protéger, c'est de créer ce qu'on appelle des inflammations, c'est-à-dire progressivement brûler de plus en plus l'organisme jusqu'à ce que tout intrus soit détruit. Mais maintenant, vous imaginez bien que certains neurones du cerveau peuvent souffrir de cette stratégie inflammatoire, cette stratégie de défense, et potentiellement engendrer des troubles cognitifs à long terme. Donc, si on résume la situation dans ma thèse, d'un côté, au moment où vous tombez malade par le Covid-19, j'ai mesuré les éléments inflammatoires, ces fameux éléments inflammatoires, à l'aide d'une simple prise de sang. De l'autre côté, 6 mois plus tard, j'ai mesuré les troubles cognitifs, comme par exemple les troubles de la mémoire, avec des tests spécifiques. Eh bien, devinez quoi? Grâce à cette simple prise de sang, au moment où vous tombez malade, en analysant ces éléments inflammatoires, j'étais capable de prédire si vous alliez développer des troubles cognitifs comme des troubles de la mémoire 6 mois plus tard. Rendez-vous compte que cette simple prise de sang, au moment où vous tombez malade, pourrait donc nous permettre d'aider toutes ces personnes
qui s'éteignent à petit feu après le Covid-19, avant même que tout espoir ne parte en fumée. Merci beaucoup. Et voilà, on attend bien sûr le gong. Merci beaucoup. Et on s'intéresse maintenant au tout petit avec Vincent Louvel. Je m'appelle Vincent Louvel, je suis en dernière année de doctorat en biologie cellulaire et je travaille sur des développements d'outils pour la microscopie à fluorescence. Ce qui est très important et qui finalement fait partie de notre travail aussi, c'est de pouvoir efficacement communiquer ce qu'on fait et de pouvoir prouver au public que le financement d'institutions de recherche est vraiment nécessaire et la vulgarisation est vraiment centrale pour que le public puisse comprendre. Et même dans un niveau plus large, c'est pour ramener de la confiance. Quand je me suis inscrit, je savais que j'étais en train de rédiger ma thèse et que ça allait me demander beaucoup de temps et que je n'allais pas pouvoir m'impliquer complètement. Donc l'objectif principal, c'était aussi de m'amuser. C'est aussi une représentation, un show, c'est travailler sur la forme. Et je trouve ça très intéressant. Si le travail que je fournis est récompensé par un prix, alors c'est toujours bien sûr quelque chose qui va être gratifiant. Et si je vous disais que les couches pour bébés et la microscopie à fluorescence sont liées? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais avant, un peu de contexte. La toxoplasmose, ça vous parle peut-être, car au moins 50% d'entre vous l'avaient déjà eu. C'est une maladie causée par le parasite Toxoplasma gondii qui peut mener à des fausses couches lorsqu'il infecte les femmes enceintes. Pour nous infecter, ce parasite d'une seule cellule possède un petit organe appelé le conoïde. Nous, chercheurs et chercheuses, voulons comprendre la structure et la composition de ce conoïde afin de développer des outils pour lutter contre les infections parasitaires. Mais un conoïde, c'est petit, 200 fois plus petit qu'un cheveu. Alors, utilisons un microscope et le tour est joué, me diriez-vous. Ça n'est pas si simple. Je vous explique. Nous avons d'un côté la microscopie électronique. Voyez ça comme une télé 4K dernier cri. Nous avons une image très nette de la structure du conoïde, mais en noir et blanc. Nous n'avons pas accès à la composition. À l'opposé, nous avons aussi la microscopie à fluorescence, télé en couleur cette fois-ci, couleur qui nous renseigne sur la composition du conoïde. Mais l'image est très floue, trop floue. Nous n'avons pas accès à la structure du conoïde. Donc, soit nous avons la structure mais pas la composition, ou la composition mais pas la structure. Cela m'amène sur mon projet de thèse. Développer une technique permettant d'allier identification de la structure et de la composition avec la microscopie à fluorescence. Alors, comment m'y prendre? Premièrement, il n'est pas possible d'améliorer le microscope lui-même. La résolution est contrainte par les lois de la physique. Mais si l'échantillon est trop petit, pourquoi ne pas le faire plus grand? Et c'est là qu'entrent en jeu les couches pour bébé. Pour garder bébé au sec, il y a dans les couches un gel qui est capable d'absorber jusqu'à 90 fois son poids en eau tout en gonflant en volume. Et si on piégeait notre conoïde dans ce type de gel, qu'on le mettait dans l'eau, il gonflerait et on verrait mieux au microscope. Et ça marche. C'est le principe de la microscopie à expansion. Dans ma thèse, j'ai développé un protocole sur ce principe qui permet d'expandre un échantillon jusqu'à 26 fois sa taille originale, tout en gardant les mêmes proportions. Imaginez-vous, comme si moi, après, je faisais 50 mètres de haut et de large. Comme vous le voyez derrière moi, sous le même microscope, une image d'un parasite passe de celle-ci à celle-là. Une image 4K et en couleur maintenant. Nous allions donc identification de la structure et de la composition en une seule image. Maintenant, j'espère vous avoir convaincu de comment est-ce que les couches pour bébés ont pu aider la science et que parfois, pour voir plus petit, eh bien, il faut faire plus grand. Bravo, merci Vincent.
Et vous prendrez bien sûr maintenant un petit peu de théâtre avec Katinka Salzman. Je m'appelle Katinka Salzman. Ma recherche porte sur les enjeux de traduction de Top Dog Underdog. Une pièce n'a pas été traduite en français, écrite par Susan Laurie Parks, une dramaturge africaine-américaine, superstar aux États-Unis, absolument inconnue au bataillon en Europe. Je propose d'investiguer les raisons de cette invisibilisation et je propose par ailleurs une traduction inédite. En tant que doctorante, je me sens souvent assez seule parce que je suis face à mes livres, face à mon ordinateur, face à ma page blanche en train de vainement essayer d'écrire mes pages. Je connais plusieurs personnes qui ont participé et donc elles m'ont toutes un peu encouragée en me disant bah, vas-y Katinka, fais-le. Pour moi déjà juste d'être sur scène et visibiliser en fait ma recherche, c'est vraiment essentiel et important. Donc je trouve que c'est une magnifique opportunité, une belle plateforme pour ça. Si vous avez envie de voir un jour cette fabuleuse pièce Top Dog Underdog sur les scènes romandes, eh bien votez pour moi. Est-ce que Top Dog Underdog de la dramaturge Susan Laurie Parks vous rappelle quelque chose? Mais oui, cette pièce de théâtre incroyablement rythmée qui raconte l'histoire de deux frères au début des années 90 à New York. Alors il y a Lincoln, l'ancien joueur de cartes et arnaqueur de rue qui se déguise en Abraham Lincoln. Il y a Booth qui ne travaille pas et rêve de devenir aussi bon que son frère aux cartes. Bon, si ça ne vous dit strictement rien, c'est sans doute parce que cette pièce, pourtant iconique aux États-Unis, n'a encore jamais été publiée en traduction française. C'est d'autant plus étonnant que Parks est la première femme africaine-américaine à avoir remporté le très prestigieux prix Pulitzer de l'œuvre théâtrale avec cette pièce. Alors comment se fait-il que ce texte n'ait encore jamais traversé l'Atlantique? Ma thèse vise à pallier cette absence. Oui, Top Dog Underdog a résonné tellement fort en moi que j'ai décidé de traduire la pièce en français, tout en me posant un tas de questions en traductologie naturellement. Car les défis sont nombreux. D'abord, Parks écrit différemment. Elle utilise une variante d'anglais appelée African American Vernacular English, que l'on assimile souvent, mais à tort, à de l'argot, du slang, alors qu'il s'agit d'une langue riche, complexe, difficile à traduire. Et puis, Parks écrit du théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire de traduire pour la scène? Faut-il traduire du rythme avant tout? C'est-à-dire reproduire un flow, un groove ou un beat particulier? Par exemple, watch me close now. Who see the red card? Who see the red card? I see the red card. The red card is the winner. Pick a red card, you pick a winner. Pick a black card, you pick a loser. There's the loser, yeah, there's the black card, there's the other loser, and there's the red card. The winner, you motherfucker! Et c'est là que vient s'ajouter la troisième difficulté, la question de la racisation. Oui, c'est un tout petit détail, mais il est important, c'est que je suis plutôt blanche. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Qu'est-ce que je suis en train de faire lorsque je traduis une réalité que je ne vis pas là, dans ma propre chair? Il va falloir prendre position, car traduire, c'est avant tout faire des choix. Oui, comme les langues ne sont pas des nomenclatures, c'est-à-dire de simples catalogues de mots, eh bien, on ne peut pas juste transférer le contenu du bocal A dans le bocal B, pensant y retrouver exactement la même réalité. D'abord, les deux bocaux ne sont pas identiques, car d'une langue à l'autre, eh bien, on n'a pas découpé le monde de la même manière, figurez-vous. Le transfert est donc toujours partiel, approximatif en quelque sorte. La traduction constitue une passerelle privilégiée. Ma thèse est un pont, ou, pour le dire avec les mots de Parks, une répétition et une révision, une rep and rev, à laquelle deux nouveaux acteurs francophones prêteront bientôt souffle et corps. Et ça, mesdames et messieurs, même ChatGPT ne le fait pas. Bravo Katinka, bravo. Et c'est déjà le moment d'entendre le 6e candidat pour cette première partie, c'est Jamil Zaghir. Je m'appelle Jamil Zaghir, je m'intéresse sur la nature même du langage et j'essaie de regarder comment le langage évolue
Et qu'est-ce que c'est le langage? J'ai personnellement du mal à être au centre de l'attention et on m'a lancé le défi de participer à ce concours-là pour affronter mes démons. Je suis timide pendant que je m'exprime, j'ai souvent du mal à le faire devant beaucoup de personnes et justement apprendre à être au centre de l'attention. Je vois cette finale comme une excellente opportunité de partager un message et également mon ambition, ma passion vis-à-vis de ma thèse. Et c'est comme un partage convivial, j'ai envie de dire, que je tiens à faire avec une audience bien générale et diversifiée. De naissance, je suis atteint d'une surdité, mais je porte des implants cochléaires qui me permettent de rester dans le monde des entendants. Et je voudrais vous montrer qu'on peut en tirer avantage. Encore aujourd'hui, la nature du langage est inconnue. Je veux dire, est-ce que c'est un assemblage de mots? Pourtant, le mandarin utilise des symboles. Est-ce que c'est du texte écrit et parlé? La langue des signes ne serait pas d'accord. Et même en français, pourquoi appelons-nous le saumon saumon? Il n'y a aucun rapport entre S-A-U-M-O-N et ce poisson à la chair rose orangée. Maintenant, réfléchissons. Si nous ne savons rien sur le langage, comment cela se fait que ChatGPT puisse discuter avec nous? Oui, je parle bien de cette intelligence artificielle qui parle mieux français que moi, malgré mes longues années d'études. Vous allez me dire, ce modèle a appris la recette mathématique qui représente le langage. Eh bien non, ChatGPT est un perroquet. Il ne fait que répéter des mots qu'il a déjà vus. Et pire encore, il ne comprend pas des mots, mais des chiffres. Une symphonie de 0 et de 1 interprétée comme un langage par des algorithmes froids et imperturbables. Algorithme qui, par méconnaissance du monde, peut confondre un saumon vivant avec un pavé de saumon. Le mystère du langage est donc non résolu. La technologie, elle s'adapte à nous. Mais en fait, nous nous adaptons à elle aussi. Pensez au jargon, par exemple, SMS avec votre smartphone. Ou par exemple, pensez au jargon dans les jeux vidéo. J'ai une petite confidence à vous faire. Moi-même, étant sourd, je suis en permanence confronté à des adaptations linguistiques. D'une part, j'ai appris à lire sur les lèvres pour mieux comprendre. D'autre part, mon entourage a tendance à mieux articuler pour mieux m'intégrer. C'est pourquoi, dans ma thèse, je me penche sur la manière dont les humains et la machine ajustent leur langage, tout en cherchant des propriétés sur la nature du langage. Pour ce faire, j'ai mené une expérience auprès du personnel soignant à Genève. Tous les jours, ils sont confrontés à une machine qui connaît plus de 20 000 maladies. Pour trouver la bonne maladie le plus rapidement possible, ils apprennent à écrire court, mais aussi clair, le plus clair possible. Pas pour eux, mais pour la machine. Comme s'ils apprenaient en fait une nouvelle langue, un nouveau jargon adapté à cette machine-là. La nature du langage pourrait donc avoir deux propriétés. C'est de communiquer le plus court possible, mais aussi le plus clair possible, que ce soit à une personne ou à une machine. Donc nous avons ici un réel tango linguistique entre nous et la technologie. Ma mission consiste à décortiquer cette danse des interactions linguistiques et à observer comment elle évolue. Parce que dans un monde où le langage est une énigme, comprendre ces interactions pourrait être la clé. D'ailleurs, je trouve ça quand même assez ironique qu'un sourd cherche à expliquer le langage à tout le monde. Merci beaucoup. Et bravo, Jamil. Voilà, nos 6 premiers candidats sont passés. Dans un instant, vous verrez les performances des 6 autres. Mais je vous rappelle que vous avez un rôle à jouer ici dans le public et chez vous, chers téléspectateurs. Chaque doctorant, doctorante a un numéro. Il vous suffit de flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran ou qui se trouve sur vos invitations, sur vos programmes. Pour les personnes qui sont dans la salle, vous avez donc la lourde tâche d'attribuer le prix du public. On se retrouve dans un instant après une courte page de publicité.
De retour ici à Unis Dufour pour la suite de ma thèse en 180 secondes. Vous connaissez le principe maintenant. Si vous souhaitez voter pour votre candidat ou candidate favori, il vous suffit de flasher le QR code qui se trouve sur vos écrans. Votez pour vos candidats. Vous avez pu voir les 6 premières performances. Dans un instant, vous verrez les 6 suivantes. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur l'histoire de ce concours parce que ma thèse en 180 secondes, c'est né en 2008 à l'autre bout du monde. Regardez. Nous sommes en 2008 dans le Queensland en Australie. La sécheresse touche l'État et les résidents sont encouragés à chronométrer leurs douches. De nombreux habitants fixent un sablier dans leur salle de bain. La légende raconte qu'une idée vient alors au doyen de l'université locale. Et si l'on résumait sa thèse en 3 minutes ? Bingo, un premier concours est lancé quelques mois plus tard. So this is the question I'm trying to answer. Le concept cartonne et se développe à l'international. Are you excited? En 2012, la première version francophone apparaît au Canada. Alors, est-ce que j'intéresserais quelqu'un dans la salle si je proposais de lui donner le pouvoir de guérir de n'importe quelle blessure? En 2016, 6 universités, dont l'UNIGE, rejoignent le concours. Et depuis, c'est le jackpot. Les Unisuisses ont été 4 fois sur le podium de la finale francophone. Incroyable, non? Une jeune-voix y était, c'était en 2017. Sarah Olivier termine 3e avec sa thèse sur la mémoire mérovingienne. Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit « Oh mon roi, votre majesté est mal culottée. » « C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. » Et si cette année, un étudiant de l'Université de Genève faisait mieux ? Chers candidats, on croit en vous. Candidat. Et c'est au tour maintenant de Karine Jordan. Alors, je m'appelle Karine Jordan, je suis avocate et médiatrice de formation. Je traite en fait des questions d'inégalité entre les parents en droit de la famille. J'ai décidé de participer au concours simplement pour pouvoir en fait partager mes recherches avec le plus large public possible, de sensibiliser les gens aux problématiques d'égalité de genre et j'espère que mon message sera entendu. Avec les autres participants, c'était vraiment une très bonne surprise parce qu'ils ont tous des sujets très intéressants. Certaines personnes font des choses vraiment incroyables. Je me suis dit, voilà, ça va être très compétitif. J'ai vu qu'ils étaient tous pas du tout dans cette optique-là. C'est plus un moment de partage et de convivialité entre nous. En droit, on nous apprend à être compétitif. Mais là, vraiment, mon but, c'est simplement de faire une bonne prestation, de respecter le timing et surtout, j'espère, de passer ce message et qu'il soit entendu. J'espère qu'après m'avoir écouté, dans les différents foyers, il y aura une meilleure répartition des tâches partagées. Si je vous dis l'homme au bureau, la femme derrière les fourneaux, sans doute pensez-vous que de tels préjugés sont dépassés. Étant moi-même une piètre cuisinière, je ne saurais vous soutenir le contraire. Pour autant, ne vous faites pas d'illusions. La société suisse, dans les faits, demeure particulièrement conservatrice. La preuve ? 78% des mères travaillent à temps partiel, contre 12% des pères. Ou encore, seuls 25% des ménages avec enfants se répartissent les tâches ménagères de manière égalitaire. C'est problématique lorsque l'on sait qu'en cas de séparation, le partage des tâches devient déterminant pour la fixation des contributions et l'attribution des enfants. Or, le texte légal est clair. L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans le domaine de la famille. Et pourtant, le droit fédéral comporte de nombreuses inégalités que les autorités sont tenues d'appliquer. La primauté du droit international permet toutefois de venir établir une certaine équité. Dans ma thèse, je me suis intéressée aux différentes dispositions légales, y compris internationales, permettant d'aller plus loin en matière d'égalité. Sur cette base, j'ai préparé une grille d'analyse
que j'ai appliqué à 2 réformes, la réforme de l'autorité parentale conjointe et celle de l'entretien de l'enfant. Je voulais ainsi examiner si et comment les obligations internationales de la Suisse sont respectées par nos autorités. Dans son ensemble, la législation m'est apparue plutôt satisfaisante, sous réserve de quelques exceptions. Il en va toutefois autrement de son application. Prenons la garde des enfants. Suite à une séparation, elle est attribuée dans la majorité des cas à la mère, 84%. Cela va engendrer de nombreuses conséquences, en particulier financières pour l'autre parent, qui souvent ne voit son enfant qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Du côté maternel, la gestion des enfants rend souvent difficile une reconstruction personnelle et limite les perspectives de carrière, sans parler des conséquences financières, avec plus de 20% des familles monoparentales dépendantes de l'aide sociale. Mais pourquoi je vous parle de cela? Car d'après mes recherches, il convient de sensibiliser aux questions d'égalité, si l'on souhaite faire évoluer les mentalités. Merci. Merci Karine et bravo. Et on saute maintenant de la faculté de droit à celle des sciences avec Marine Mauperin. Je suis Marine Mauperin, j'ai 28 ans. Je fais actuellement un doctorat en faculté des sciences où mon travail porte sur les jonctions qui lient les cellules entre elles. La thèse est très compliquée et des fois l'expliquer ça peut être aussi compliqué. Et je voulais justement travailler ma vulgarisation scientifique. On est dans un métier qui est donc très spécifique, qui n'est pas forcément connu de tous, avec des termes très précis, et il faut réussir à rendre ça assez facile et compréhensible par tout le monde. Et puis aussi, c'est un petit challenge parce que je suis pas super à l'aise en public. J'y vais vraiment pour le plaisir de me dépasser, et puis si je peux gagner quelque chose, ça peut être bien, mais j'y vais surtout pour moi, et j'ai passé le cap final de la présélection et ça me va amplement, donc j'ai juste une envie, c'est de présenter mon sujet devant les autres, et puis ensuite on verra ce que ça donnera. Alors j'espère vous avoir transmis ma passion pour les sciences fondamentales, et j'espère que ça donnera certaines envies à de futurs étudiants de faire de même. Savez-vous que nos cellules ont un squelette? Si, je vous assure, c'est mon microscope qui me l'a dit. Bon, puisque vous n'êtes pas convaincus, reprenons depuis le début. Mon microscope et moi travaillons sur les cellules, l'unité de base de la vie. Des milliards de cellules composent notre corps. Elles sont de différents types. Cellules de la peau, de l'intestin, des voies respiratoires. Mais elles ont surtout une fonction bien précise. Pour assurer cette fonction, et puisque l'union fait la force, les cellules sont connectées les unes aux autres, formant ainsi une équipe. Cette connexion est assurée par les jonctions cellulaires, un joint qui relie les cellules entre elles comme le ciment d'un mur de briques, formant les tissus et organes de notre corps. Et c'est là qu'intervient le squelette de la cellule. En effet, les jonctions cellulaires sont associées au cytosquelette. Ce cytosquelette apporte à la cellule un soutien indispensable, tel une charpente, lui permettant de bouger et de transporter des nutriments. Ce cytosquelette est une structure complexe et organisée, composée de plusieurs matériaux, notamment la gamma-actine, dont son rôle sur l'organisation des jonctions cellulaires et leur fonction est peu connu, ce qui en fait un sujet d'intérêt pour ma thèse. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce si important d'étudier ça? Parce que je m'ennuyais avec mon microscope? Non. En réalité, ça me passionne. Et c'est bien plus que ça. C'est la clé des énigmes médicales, puisqu'en comprenant ces infimes détails, on pourra alors percer les secrets des maladies et développer des traitements innovants. À propos d'innovation, j'utilise des ciseaux moléculaires pour couper ma gamma-actine, l'éliminer, et de par son absence, je comprends alors sa fonction. Finalement, c'est
C'est un peu comme si je vous coupais un bras. Vous comprendriez vite à quoi il vous servait. Eh bien, grâce à ce système, et en observant mes cellules au microscope, j'ai découvert que la gamma-actine est indispensable dans le maintien de la forme des cellules, leur taille et leur mobilité. Puisque la gamma-actine est souvent surexprimée dans de nombreux cancers, où la perte des jonctions cellulaires favorise la progression tumorale, moduler sa quantité pourrait alors être une cible intéressante pour restaurer les jonctions et stopper la progression du cancer. En résumé, je participe à l'écriture du chapitre sur la gamma-actine et j'y ajoute 2 nouvelles pages. Bravo Marine, merci. Ça vous dit de parler un tout petit peu de nos émotions? Ouais? Alors c'est Michouetane qui va le faire le mieux. Je m'appelle Michouet, j'étudie les émotions chez les humains. Je pense que c'est important en tant que chercheur de pouvoir partager ses recherches d'une manière claire, engageante et concise pour que le public soit au courant de ce qui se passe dans les laboratoires. Je suis plutôt timide, mais j'aime bien confronter mes points faibles. J'aime bien pouvoir communiquer quelque chose qui est plutôt compliqué dans une manière plutôt simple. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à faire ce concours. J'ai un sujet qui est plutôt simple à comprendre. On comprend tous nos émotions, qu'est-ce que c'est. Mais c'était une démarche qui était intéressante pour pouvoir le simplifier aussi. Il n'existe pas de consensus dans la communauté scientifique sur ce que définit une émotion. Alors, je vous invite à réfléchir pourquoi on ressent ce qu'on ressent et s'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, si nécessaire. Imaginez ceci. Vous montez dans votre voiture pour partir en vacances avec votre meilleur ami. Hélas, vous vous retrouvez coincé dans un énorme embouteillage. Que c'est pénible. Ne serait-ce pas agréable si vous pouviez transformer cette émotion négative en un moment de convivialité? Pour comprendre comment, plongeons dans le monde des émotions. Les théoriciens de l'évaluation des émotions ont mis en avant l'importance de notre évaluation de la situation comme la composante critique qui nous fait vivre la gamme d'émotions qui colore nos vies. Avons-nous le pouvoir de faire face à telle situation? Est-il difficile d'atteindre ce but? Que nous le réalisions ou non, nous évaluons constamment les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Mais que cela signifie-t-il pour nous? Cette théorie explique comment nous percevons le monde à travers notre propre prisme, personnalisé par notre bagage émotionnel unique. Maintenant qu'on a une théorie, il est temps de la mettre à l'épreuve en laboratoire. Comment peut-on susciter les émotions dans un environnement aussi contrôlé et stérile? Conventionnellement, les chercheurs montrent aux participants des images d'un chat mignon ou d'une émeute. Pour rendre l'expérience plus immersive, nous avons pimenté les choses en développant un jeu vidéo. Amusant, n'est-ce pas? En réalité, c'est sérieux. Afin d'avoir une vision holistique de l'émotion, nous avons mesuré tous ses composants. Nos évaluations, nos comportements, nos réponses physiologiques, notre activité cérébrale et les ressentis subjectifs. Ce qui était rarement fait dans le passé. Nous avons pu montrer qu'à des moments évalués comme défavorables, comme dans le fameux embouteillage, que votre fréquence cardiaque augmente, vous avez les mêmes moites et les parties du cerveau liées à l'évitement deviennent plus actives. Vous le jugez alors comme frustrant. D'autre part, dans les situations évaluées comme favorables, votre fréquence cardiaque sera plus lente et le système de récompense dans le cerveau s'active. Revenons à vous. Dans votre voiture. Au lieu de succomber à la frustration, vous décidez de changer la perspective. Vous montez le volume de la musique pour faire un karaoké dans la voiture. En fin de compte, la manière dont les situations sont évaluées change effectivement notre expérience quotidienne.
Alors que nous concluons notre voyage riche en émotions, souvenez-vous, la vie est votre piste de danse. Les émotions sont vos mouvements. Et vous, vous êtes le DJ. Merci. Bravo Michoué. Et Rebecca Sachs va pouvoir nous parler du difficile sujet de la physique quantique. Je m'appelle Rebecca Sachs, j'ai 28 ans et je suis suédoise. Je suis venue à Genève il y a bientôt 10 ans. Le sujet de ma thèse, c'est la cryptographie quantique. J'ai vu ça comme un défi assez joli de pouvoir réduire ma thèse en 180 secondes tout en pouvant expliquer ça à un public non expert. C'est vraiment chouette de pouvoir montrer un peu la vie d'un chercheur, d'une chercheuse et montrer que peut-être ces sujets qui paraissent parfois peut-être un peu abstraits, c'est assez réel et que les gens qui font ça, c'est des gens peut-être normaux. Je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt à l'aise de parler en public. Je prends facilement la parole et parfois ce serait peut-être mieux d'être un peu plus timide. C'est un plaisir de déjà être là sur scène et pouvoir présenter ce que j'ai fait. C'est aussi un plaisir de vraiment avoir plein de gens qui veulent venir écouter ça. Si c'est 180 secondes, c'était pas trop long et que vous avez bien profité pendant, je vous conseille de voter pour moi. La semaine passée, mon ami Bob s'est retrouvé devant le bancomat sans se rappeler de son code bancaire. Alice, qui travaille dans une banque, lui a fourni par SMS un nouveau code. Heureusement que ce message était encrypté, c'est-à-dire que seulement avec une clé peut-on la décrypter. Mais imaginons si un espion s'empare de cette clé. Dans ce cas, il connaîtrait le PIN bancaire de Bob. Et au-delà d'un simple code bancaire, il pourra accéder à des données bien plus confidentielles. La façon actuelle de protéger nos données et ainsi créer des clés utilise des mathématiques très compliquées. C'est-à-dire qu'un espion devrait passer longtemps à les décrypter. Mais chaque jour, nos ordinateurs deviennent de plus en plus puissants. Alors, ces problèmes mathématiques vont se voir résoudre en seulement quelques jours ou heures. Ainsi, dans un futur proche, un espion pourrait potentiellement décrypter les clés et lire nos messages. D'où la motivation d'utiliser un protocole de communication dont la sécurité est basée sur les lois de la physique, à la place des mathématiques compliquées. Dans le cadre de ma thèse, les lois de la mécanique quantique. La mécanique quantique est un régime physique qui porte sur tout ce qui est extrêmement petit. Et ces lois sont radicalement différentes de ce que l'on a l'habitude. Dans ce régime, si un espion essaie d'obtenir de l'information sur la clé, il va forcément la perturber et ainsi laisser une trace. En plus, c'est impossible pour un espion de faire une copie parfaite de ce qu'il voit. Alors, Alice et Bob vont se servir des photons, des grains de lumière qui obéissent aux lois de la mécanique quantique pour créer leur clé et utiliser un système complet de cryptographie quantique. Mais ces systèmes nécessitent plusieurs composants différents, occupant généralement l'espace d'une bonne table de cuisine. Pour un prototype, la taille du système importe moins. Mais pour une utilisation pratique dans des environnements réels, tels que les hôpitaux ou les banques, une réduction de taille est essentielle. Dans ma thèse, j'explorais l'utilisation des puces optiques, des dispositifs dans lesquels la lumière peut circuler. Ces dispositifs, bien qu'ils soient minuscules, arrivent à loger nos composants habituellement volumineux. Alors, la table de cuisine a été réduite à la taille d'une simple boîte à bijoux. Nous avons identifié le matériau le plus adapté pour le système de cryptographie quantique de Alice et de Bob. Et ainsi, ces systèmes sont devenus plus petits et plus pratiques. Et alors, ça se trouve que peut-être un jour, devant le bancomat, Bob, il s'en servira. Merci beaucoup. Merci Rebecca.
Et certains d'entre vous se sont peut-être déjà lancés dans l'aventure de la voiture autonome. Dao Nguyen a étudié ça. Je m'appelle Dao, j'ai 46 ans, je suis fan de défis. J'ai un diplôme de pharmacien, un doctorat en sciences pharmaceutiques, un certificat en pédagogie, un bachelor et un master en droit. Et là, je termine mon doctorat en droit. Alors, ma thèse porte sur les voitures autonomes, la responsabilité pénale lorsqu'il y a un accident de la route causé par les voitures autonomes. Je me présente aujourd'hui à MT 180 pour une deuxième fois parce que l'an dernier, je me suis fait recaler. Cette année, j'espère pouvoir faire mon show. Je ne suis pas venue pour perdre, je suis vraiment là pour me surpasser, une nouvelle expérience, vraiment allier le côté spectacle et le côté thèse. Ça me motive aussi de terminer ma thèse. Mon objectif, c'est de présenter, de soutenir ma thèse d'ici la fin de l'année. Donc voilà, c'est un petit boost. Un message à faire passer, je dirais dans la vie, il faut oser. Regardez-moi, j'ai 46 ans, je suis toujours en études, je travaille à côté et je me surpasse malgré que l'an dernier, je me suis fait recaler. Donc mon message, c'est oser vivre vos rêves. Je suis fascinée par les nouvelles technologies et plus particulièrement par les voitures autonomes. Je n'aime pas conduire. Donc, avoir une voiture qui se conduit toute seule, c'est bien pratique. La voiture perçoit son environnement grâce à une multitude de capteurs. Couplée à une intelligence artificielle, la voiture est capable de prendre des décisions tout en respectant le code de la route. Le problème, c'est qu'en cas d'accident, on ne peut pas blâmer le conducteur puisqu'il n'y en a pas. Alors, qui va donc devoir porter la responsabilité? Est-ce le fabricant de la voiture, le concepteur de l'intelligence artificielle ou les passagers? Pour répondre à cette question, le juge a besoin de preuves objectives. Pour cela, les nouvelles technologies en médecine légale permettent de reconstituer l'accident sans avoir à ouvrir le corps grâce à l'autopsie virtuelle combinant la modélisation 3D et l'imagerie médicale. Mon objectif est de proposer des recommandations afin de préparer le terrain juridique face aux nouvelles technologies. Par exemple, clarifier la responsabilité pénale, c'est-à-dire identifier les parties concernées, analyser les moyens qui amènent à la faute, les normes de preuve, s'assurer que l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne, l'algorithme, c'est-à-dire comprendre pourquoi la voiture a décidé de sauver le passager et d'écraser le piéton, garantir la formation des juges face aux nouvelles technologies afin de s'assurer qu'ils comprennent les rapports d'expertise afin de rendre une décision juste et éclairée. Comment j'ai fait? Eh bien, j'ai analysé les bases légales existantes, identifié les limites et comparé avec ce qui existe dans les autres pays, tels que les États-Unis, la Chine ou l'Allemagne. Maintenant, revenons à la Suisse. Qu'en est-il? Eh bien, la loi sur la circulation routière actuelle indique que le conducteur doit être en maîtrise de son véhicule en tout temps. Cela signifie qu'il ne peut pas lâcher le volant, donc incompatible avec la possession d'une voiture autonome sans volant. Cependant, il y a un an, le Parlement a approuvé des modifications de la loi. Prochainement, il sera possible, écoutez bien, de lâcher le volant lorsque vous conduisez, lorsque le système automatique sera enclenché. Comme vous pouvez le constater, bien que nous n'ayons pas encore de voitures autonomes sur nos routes, la Suisse reste un acteur notable sur ce domaine-là. Pour plus d'informations, je vous invite à lire ma thèse et vous saurez tout sur la responsabilité pénale causée par les voitures autonomes. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour ces 180 secondes. Très bonne soirée. Merci Dao. Dao qui utilise jusqu'aux dernières secondes même pour remercier le public. Et on arrive déjà à notre tout dernier candidat. Il s'appelle Philippe Voru, il nous vient de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Je m'appelle Philippe Voru, j'ai 30 ans. J'étudie spécifiquement la maladie de Parkinson et je m'intéresse aux symptômes non moteurs, c'est-à-dire que plutôt tout ce qui est cognitif, comme la mémoire, j'accorde une grande importance à pouvoir transmettre sur ces handicaps invisibles que sont les symptômes cognitifs et également sur les symptômes neuropsychologiques, potentiellement
faire connaître au grand public ces difficultés. J'ai été très timide durant jusqu'à mes 16-17 ans et au cours de mes études, petit à petit, j'ai travaillé sur ma timidité à force de faire des conférences, des travaux. J'ai pu m'affirmer plus en ayant des enfants, la possibilité de raconter aux enfants des histoires. Ça m'a fait travailler ma timidité et au fur et à mesure, j'ai pu acquérir à mon sens plus de confiance. Ce que je pourrais dire, c'est que votez aussi un peu avec le cœur, celui qui vous aura le plus touché au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments, et que le meilleur gagne également. Ce soir, j'aimerais vous parler de Louise. Depuis 6 ans, Louise vit une relation tumultueuse avec Parky. Vous avez sans doute déjà entendu parler ou connu ce Parky. Parky n'est autre que la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative dont le diagnostic dépend de la présence de symptômes moteurs, comme par exemple un tremblement ou des difficultés pour marcher. Mais saviez-vous que dans 96% des cas, ces symptômes se manifestent de manière asymétrique, c'est-à-dire soit du côté gauche du corps impliquant l'hémisphère cérébral droit, soit du côté droit du corps impliquant l'hémisphère cérébral gauche. Mais vivre une relation avec Parky ne se résume pas uniquement à cette relation visible. Il existe également une catégorie de symptômes dits non moteurs, c'est-à-dire une constellation hétérogène de symptômes cognitifs, olfactifs, digestifs, qui la plupart du temps sont invisibles à vous autres et dont l'évolution dans le temps est méconnue. Dans ce contexte, comment évaluer cette relation invisible entre Parky et Louise ? Là, nous, neuropsychologues, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Attendez voir, vous avez dit neuro quoi ? Neuropsychologue. Notre objectif, à l'aide d'outils spécifiques, est d'évaluer ces fonctions cognitives, comme la mémoire, ou bien nos capacités à reconnaître les émotions, comme la tristesse. Maintenant, j'aimerais vous proposer de prendre les 3 ingrédients suivants. La maladie de Parkinson, l'asymétrie, la neuropsychologie. Vous mélangez le tout et vous obtenez votre plat de résistance de ce soir. Ma thèse. L'objectif de ma thèse, c'est d'évaluer en fonction de ce côté du début de la maladie, l'évolution de ces symptômes cognitifs. Pour cela, je n'ai pas évalué Louise ou d'autres patients. Vous allez me dire, un doctorant flemmard ? Non, du tout. Saviez-vous qu'au cours des 30 dernières années, de par le monde, nous avons accumulé une multitude de données sur la maladie de Parkinson. Et grâce à ces données, j'ai pu observer dès la phase précoce, mais également à long terme, des profils et des évolutions distinctes. Mais je ne me suis pas arrêté en si bon chemin. J'ai également eu l'opportunité d'observer que ce côté du début de la maladie avait des effets sur les conséquences des interventions thérapeutiques. Ainsi, les patients avec une atteinte gauche avaient tendance à s'améliorer pour la reconnaissance des émotions, alors qu'un patient droite à se péjorer. Pour en finir avec tous ces croisements, j'espère vous avoir convaincu que la relation entre Parky et Louise ne se résume pas uniquement à du visible, qu'il existe également cette constellation de relations invisibles qui, au quotidien, impactent la vie de Louise et de tous les patients, et dont les chemins, dont le temps, ne sont pas tout tracés. Merci. Merci Philippe. Merci. Vous étiez le dernier. Le destin de nos 12 candidates et candidats est désormais entre les mains du jury qui va délibérer. Et il vous reste à vous, cher public, chers téléspectateurs, seulement quelques minutes pour pouvoir voter pour le prix du public. Je vous propose de revoir leurs visages et leurs intitulés de thèse pour vous aider dans votre choix. Ce soir, vous avez assisté aux thèses de Jérémy Kessler, Écoutons nos cellules, gardiennes des secrets de la régénération. Mégane Germini, souffrir d'insuffisance cardiaque, et si le pharmacien vous redonnait du baume au cœur. Anthony Hubert-Champier, le Covid long, une question qui n'enflamme pas que les discussions. Vincent Louvel, repousser les limites de la microscopie optique. Katinka Saltzman, traduire Top Dog Underdog, un jeu de dupes. Jamil Zaghir, les interactions homme-machine, une bataille pour l'acquisition du langage. Karine Jordan, inégalité entre les parents en droit de la famille.
Marine Mauperin, le squelette de la cellule au service de sa connexion. Michouetane, DJ de nos émotions, dévoiler les mécanismes derrière nos émotions. Rebecca Sachs, la physique quantique pour communiquer secrètement. Dao Nguyen, voiture autonome, en cas d'accident, qui est coupable? Philippe Voru, de gauche ou de droite, la maladie de Parkinson à la croisée des chemins. Il ne vous reste que quelques minutes pour voter. A tout de suite, après une courte pause. De retour ici à Unis-du-Four pour ma thèse en 180 secondes. Les 12 candidates et candidats sont désormais passés. Les votes du public sont clos. Le jury est en train de terminer sa délibération. Et juste avant de découvrir les résultats, je vous propose de voir comment ce concours, il peut changer la vie des doctorantes et doctorants. Nous avons retrouvé 2 anciens candidats passés par cette scène. En 2019, Romain Bodinier participe à la finale genevoise de ma thèse en 180 secondes. Garde à vous! Bienvenue à la caserne du système immunitaire. Je suis le général Amib. Sa thèse expliquait comment le système immunitaire se débarrasse des infections bactériennes. 5 années plus tard, il se souvient de son passage sur scène. On se dit, je lance, je déroule, je ne pense à rien pendant ces 3 minutes, excepté dire exactement et faire exactement ce que je m'étais dit que je fais. Et finalement, quand le compte tombe, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a eu un laps de temps qui a disparu entre on est monté sur scène et c'est fini. Ce jour-là, Romain Bodinier remporte le premier prix du jury. Alors, général, je vais vous poser juste 2 questions. Quelques semaines plus tard, il participe à la finale suisse. S'il ne se qualifie pas pour l'étape suivante, le chercheur garde un bon souvenir de cette expérience. Here's the Fed policies, here's your 2022 performance, and it probably looked more familiar. Aujourd'hui, Romain est responsable de la recherche fondamentale dans les stratégies médicales pour un gérant de portefeuille. Un travail qu'il a obtenu en partie grâce à sa présentation. Parmi les critères d'entrée dans le poste, il y avait la capacité pour les analystes financiers ou scientifiques d'être capables de vulgariser leur travail. Et en fait, le fait d'avoir écrit ça sur le CV, ça a été un grand différenciateur lors de l'embauche. Autre profil, autre année. En 2022, Valentin Marguin résumait sa thèse sur l'origine des tremblements de terre. S'il n'a pas remporté de prix, le concours lui a servi. Dans quelques mois, il partira à Montréal. Une nouvelle étape grâce à une bourse Postdoc Mobility, obtenue notamment à la suite de sa participation à ma thèse en 180 secondes. J'ai réussi à obtenir cette bourse Postdoc Mobility et j'ai bien mis en avant ce travail de ma thèse en 180 secondes pour que les personnes qui jugent ce concours le voient. Et c'est important maintenant, actuellement, que ce soit en Suisse, que ce soit en France ou en Allemagne, les demandes de bourse pour continuer la recherche demandent une partie vulgarisation, une partie qu'est-ce que vous avez fait pour transmettre le savoir. Au-delà de cette opportunité, le jeune chercheur voit cette expérience comme un moment unique. Et voilà, le moment que vous attendez tous et toutes est arrivé. Nous allons donc commencer cette cérémonie de remise de prix et on va commencer d'abord par le prix du public. Et pour le remettre, je vais demander à Andrea Diaz-Bolivar et Denis Bilotte de me rejoindre sur scène. Voilà. Andrea, qui était sur cette même scène en 2022 et vous aviez obtenu le 3e prix de ma thèse. On vient de voir dans ce reportage ce qui a changé pour les candidats, ce concours. Pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Bonsoir à tous et toutes. Je vous remercie pour la présentation, Céline, et pour l'invitation. En effet, j'étais candidate dans le concours de ma thèse en 180 secondes dans l'édition 2022. Ma thèse consistait à étudier la légalité des sanctions unilatérales en droit international.
Ces concours m'ont apporté un apprentissage énorme au niveau personnel parce que cela m'a permis de tester ma capacité à communiquer effectivement ma recherche à un public qui n'est pas forcément dans le domaine du droit international. Mais cela m'a permis aussi de confirmer ma détermination à lutter pour mes rêves, à ne les laisser pas dans le tiroir, sinon de sortir avec de la joie et de l'émotion, à diffuser les résultats de ma recherche. Mais aussi, c'était un challenge personnel parce que c'est un concours en français, que c'est pas ma langue maternelle. Et aussi, je trouve que le chemin de la thèse est un chemin qui est très enrichissant, mais qui a des moments très exigeants. Et le fait d'avoir participé dans ces concours, cela m'a permis, on m'a rendu le chemin plus agréable. Cela m'a apporté l'énergie, de la joie et de la motivation pour continuer. Vous avez participé aussi à la finale suisse, parce qu'on le rappelle, les 3 lauréats ce soir vont à la finale suisse. Ce sera le 20 juin à Fribourg. Comment vous êtes préparé pour cette finale? Est-ce que vous avez fait exactement la même chose qu'à Genève? Exactement. J'ai participé aussi dans la finale suisse, j'ai eu la chance, qui était aussi à l'Université de Genève. Donc, j'ai eu la chance de connaître un peu l'auditoire. Mais j'ai décidé de modifier mon discours et je ne regrette pas. C'était aussi une expérience super intéressante, inoubliable et très, très enrichissante. Merci Andrea. Je vais donner la parole à Denis Bilotte. Vous êtes secrétaire général de la conférence universitaire de Suisse occidentale. J'ai des petites questions pour vous, mais déjà rebondir sur ce qu'a dit Andrea. Ne pas laisser les rêves dans les tiroirs, c'est beau ça. Oui, c'est très beau et c'est quelque chose qu'on observe année après année. Il y a énormément d'enthousiasme. On sent que les doctorantes et doctorants sont passionnés par leur recherche et qu'il y a vraiment ce désir de le partager avec le public. C'est une très très grande satisfaction de pouvoir voir cela dans le concours. L'an dernier, Fabien Caruzzo avait obtenu le prix du public, le premier prix du jury. Il avait ensuite gagné ma thèse au niveau suisse. Il est parti en finale internationale. C'est vers ça qu'on tend, quand on passe sur cette scène, ça allait jusqu'au bout. Il y a toujours un rêve. J'espère qu'il et elle ont un petit peu de ce rêve-là. Il faut le dire, comme l'a relevé une candidate tout à l'heure, que ce sont des grands moments de partage. Finalement, la compétition, elle passe complètement au second plan, après le partage, après l'échange. Et c'est vrai qu'au niveau de la finale suisse, on le remarque, et au niveau de la finale internationale, où on s'étend quand même sur quelques jours de rencontres, c'est très présent et c'est aussi une des très très belles choses qu'on observe dans ce concours. Les Suisses, ils sont bons au niveau international. Oui. Ils et elles sont vraiment très bons. On a déjà eu 2 vainqueurs suisses, la première fois en 2016, et puis il y a encore 3 ans. Et puis on a eu des places de podium. On rappelait Sarah Olivier de l'Université de Genève en 2017. Donc oui, nos candidates et candidats suisses sont vraiment très bons au niveau international. Un tout petit mot, est-ce que vous les suivez, ces candidats? Vous suivez leur parcours ensuite? Oui, un certain nombre d'entre elles et eux, oui, bien sûr. Parfois, on a encore des contacts. Et puis, très souvent, ils et elles ont des contacts entre eux, genre groupe WhatsApp, différents réseaux sociaux. Et régulièrement, on a quand même on a un petit regard aussi. Et on est très heureux de voir des très beaux parcours. Alors, on va le remettre, ce fameux prix du public. Voilà, Andrea, je vous laisse aller chercher le trophée. Pendant que Denis décachette cette enveloppe, le suspense est à son comble. Je ne sais pas comment vous vous sentez dans la salle. Vous êtes comme moi. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la révélation, Denis? Alors, le prix du public va à Jamil Zaghir. Oui. Bravo, Jamil, venez vers moi. Alors, votre réaction? Merci beaucoup pour le prix. J'espère vraiment que vous avez pris autant de plaisir que moi pour cette présentation. Et merci encore pour les votes. Et je suis content que vous ayez autant apprécié. Qu'est-ce qui a convaincu le public, selon vous? Je penserais le saumon, peut-être. Le saumon. C'est assez marrant. Le saumon. Concept. Mais oui, je pense que peut-être le côté spectacle, le côté partage du plaisir de la thèse, l'ambition même.
Et je pense que c'est surtout ça. Vous disiez la surdité, je veux montrer que ça peut être une force. C'est aussi ça que vous vouliez démontrer ce soir. C'est un pari réussi. Hein. Je pense que le fait d'avoir une surdité, ça aide à avoir une perspective différente qui peut servir même à ma propre thèse. Et c'est pour ça que je voulais aussi partager aux gens qu'on peut s'en servir justement pour ça. Vous disiez que vous étiez timide dans votre portrait. Franchement, on n'a pas trop l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air d'aller. Moi, je pense que c'est surtout avec les ateliers qu'on a fait d'ailleurs avec les autres candidats et aussi les différents cours, ça aide beaucoup à vraiment affronter cette timidité-là. Et c'est avec plaisir, franchement, d'affronter ses propres démons-là. Merci, Jamil. Peut-être un autre prix ensuite, on verra. Je vous laisse regagner vos places. Et l'on va passer maintenant au palmarès donc, de cette grande soirée. Et pour remettre le 3e prix du jury, j'appelle justement 2 membres de ce fameux jury, Pascal Chiarini et Martina Chiba. Je vous laisse venir vers moi, cher Pascal, chère Martina. Ah, Martina choisit le bon sablier. Ne pas remettre le 1er prix au 3e. Pascal, comment ça s'est passé alors cette soirée? Très bien, mais c'est un exercice difficile pour nous aussi parce que c'est très dense, ça va super vite et on doit à la fois écouter, prendre des notes et évaluer, donc c'est une belle expérience. Sur le côté vulgarisation, vous avez trouvé que tout le monde était à la hauteur? Ils et elles ont été, à mon avis, admirables, vraiment au niveau vulgarisation, et c'était très difficile de les partager, je trouve. Martina Chiba, vous disiez tout à l'heure que c'était important pour vous aussi, un peu l'humour, que ça passe bien. Vous êtes satisfaite ce soir? Bien sûr, c'était très difficile de les départager, ça allait très très vite aussi. 180 secondes, c'était aussi valable pour nous, donc c'était un petit peu compliqué. Ce que je voulais peut-être dire, c'est qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, l'oralité, je pense, va prendre une grande importance. Parce qu'on dit beaucoup que les gens aujourd'hui communiquent plus que par écran interposé, etc. Je pense que les examens oraux vont être importants parce qu'on va vouloir voir ce que les gens ont dans le cœur, dans les tripes, dans le cerveau, et on va vouloir l'entendre aussi. Et moi, je milite vraiment pour qu'il y ait un enseignement beaucoup plus poussé de l'expression orale à l'école depuis tout petit, ce qui se fait finalement assez peu. Et je trouve que des exercices comme ça, c'est fantastique parce que ça oblige les gens à se confronter à ça. Et ça sera très utile dans la vie après. Pas encore de thèse avec ChatGPT sur scène. Je crois que c'est pas pour tout de suite. C'est bien qu'on reste un peu humain quand même. Un petit peu d'humain. On va découvrir justement qui obtient ce 3e prix du jury. Pascal, c'est à vous de nous révéler ceci. Le 3e prix du jury va à Monsieur Philippe Voru. Voilà Philippe. Ah bah voilà, il y a des bises. C'est fini le Covid, donc on a le droit. Hein. Merci beaucoup. Bravo Philippe, votre réaction? Inattendue. Non, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Puis surtout, je veux remercier ma directrice de thèse, la professeure Perron, puis toute ma famille, mes enfants et mon épouse qui doivent mieux connaître le texte que moi maintenant. Surtout mes enfants qui sont devenus aussi des experts sur les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson. Et je suis très heureux de pouvoir parler de ces handicaps invisibles et de ces symptômes invisibles qui, au quotidien, ont un impact important. Pas seulement dans la maladie de Parkinson, mais dans beaucoup de pathologies. Et je suis content de pouvoir partager ça ici. Merci beaucoup. On sent ça hein, dans ce que vous dites. C'est pas seulement un concours, c'est pas seulement vulgariser, c'est aussi faire passer un message scientifique. Oui, on est dans une discipline qui est à l'intersection entre la psychologie et la neurologie. Et on est au plus près des patients et souvent c'est très difficile, même pour les personnes vivant avec des pathologies neurologiques ou autres, de décrire leurs symptômes, mais surtout quand c'est pas visible. Et je pense que ça, c'était un très bon moyen pour nous aussi d'apprendre comment partager ça et pouvoir expliquer à l'entourage et à tout le monde et à vous tous
tout cela. Donc merci beaucoup. Il va falloir aller en finale suisse. Maintenant, c'est pas fini pour vous. Il va falloir encore répéter. Oui, bah. Dommage pour vos enfants. Je pense que le soir, on va un petit peu retravailler encore le texte. On va attendre leurs commentaires de ce soir, comment améliorer. Merci Léo et Maëlle. Vous allez fêter au Champomy, là. Oui. Bravo, Philippe. Merci. Je vous laisse regagner vos places. Merci. Et maintenant, on va remettre ce deuxième prix du jury et j'appelle sur scène Camille Bonvin et Marius Disserand. Voilà, Camille, vous êtes cosmologiste, c'est bien juste. Pas de cosmologie ce soir, même pas de rapport à l'univers. Ça vous a plu quand même ? Ça m'a plu énormément en fait. J'ai appris énormément de choses. Je ne savais pas qu'on faisait des choses tellement différentes à l'Université de Genève, donc j'étais enchantée. Est-ce que ça vous donne envie de bifurquer ? Allez, on arrête la cosmologie, on passe à autre chose. Non, ça quand même pas. C'est ma passion. Mais je suis ravie de voir qu'il y a des gens qui ont des passions si différentes et qui peuvent les poursuivre en fait en faisant un doctorat. Vous-même, vous avez une chaîne YouTube sur laquelle vous parlez vraiment de cosmologie. Est-ce que vous encouragez peut-être ces doctorants et doctorantes à poursuivre ma thèse via des chaînes YouTube, comme ça, partager du contenu ? Bien sûr, si ça leur plaît, je pense que c'est extrêmement important parce que finalement, notre recherche, elle est financée par le public et je crois que c'est aussi un petit peu notre devoir en tant que chercheur de transmettre, d'expliquer ce qu'on fait, comment on utilise cet argent, quels sont nos buts et à quoi on sert finalement. Marius, je me tourne vers vous. Alors vous êtes chargé de projets égalité, santé, etc. Vous devez régulièrement intervenir, donner des conférences. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal pour s'entraîner ? Clairement, je vois mes propres lacunes en faisant face à tant de brillance de ce côté. Enfin, tout le monde a parlé de syndrome de l'imposteur, de problèmes d'expression de soi, de timidité, mais en fait, on a vu quand même des profils absolument extraordinaires. Je pensais être dépaysée en termes de santé et de genre, où je me disais, je serais encore face à des super scientifiques et tout, mais j'étais content de voir que j'avais quand même des compétences à partager avec les candidats et candidates. Et voilà, en fait, c'était très, très dur, presque diabolique de nous demander de ne pas être d'être totalement objectif parce que tout le monde était tellement touchant et en fait de nous montrer des parcours de vie aussi avant, ça c'est aussi horrible et c'est vraiment diabolique. Mais voilà, je pense qu'on a réussi et en tout cas bravo encore à tous les candidats et candidates et voilà. Vous vous attendiez à ça ? C'est votre première en tant que juré. Oui, comme l'a dit Martina, ça va extrêmement vite. En 180 secondes de juger sur toute cette prestation, c'est énorme, mais je suis très content des résultats. Alors, ce fameux résultat, on va pouvoir le découvrir avec cette enveloppe. Camille ? Alors, le deuxième... Ah, attendez, oui, est-ce qu'on a bien le micro ? Le deuxième prix du jury est donné à Michoué Tan. Bravo, Michoué ! Et bravo, Michoué, votre réaction ? Wow, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis super contente et je suis trop contente d'avoir partagé mon travail avec vous. Les émotions étant une partie intégrale de notre vie. Je pense que c'est juste important de comprendre mieux cette partie importante de notre vie. Vous allez fêter avec un petit karaoké ce soir. Oui, viens avec moi. Oui, je voulais aussi remercier tous mes amis qui m'ont aidé pendant tout le trajet de ce parcours qui a duré des mois. Oui, merci beaucoup à tout le monde qui m'a aidé pendant ce parcours. Il faut rappeler quand même que Michoué a grandi dans 3 langues différentes et qu'elle a en plus appris le français. Voilà, donc c'était compliqué aussi ce concours. Comment est-ce que vous avez travaillé ? C'était d'abord l'écriture et puis la répétition. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous ? Oui, donc j'ai d'abord écrit mon texte et j'avais des amis qui m'ont relire le texte et donné du feedback. Ensuite, c'est beaucoup de répétitions et surtout des mots qui sont compliqués pour moi, comme le mot frustrant.
Le double R, c'est très difficile pour moi. Bah voilà, en tout cas, c'est une réussite. Merci beaucoup, Michel. On vous retrouve en finale suisse le 20 juin. Merci à tous les trois. Et voilà, c'est le grand moment, le premier prix du jury. Il est décerné par Magali Bossy. Voilà Magali, l'an dernier vous étiez à cette même place Voilà. Et cette fois vous êtes côté jury. Ça s'est bien passé ? Oui, relativement bien. J'étais affamée, mais affamée de les entendre. Et vraiment c'était un moment, les autres l'ont dit, mais ça va très très vite. Et heureusement qu'on était tous des pros du clavier parce qu'on a pris beaucoup de notes. Qui sont confidentielles, bien sûr. Bien sûr, jusqu'à dans quelques minutes peut-être. Peut-être. Confidentiel à tout jamais. Je sais pas, ça dépend qui m'offre l'apéro. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces lauréats qui iront ensuite en finale suisse ? N'arrêtez pas. Continuez d'y croire, surtout, quelles que soient vos aspirations, que vous vouliez aller en finale internationale ou juste vous amuser. Perdez pas de vue que c'est du partage. Et moi, personnellement, j'avoue que de la méditation et un petit verre de whisky avant, ça m'a un petit peu aidé. Et un petit peu de pizza, peut-être. On rappelle, l'an dernier, votre intitulé, c'était Pizza et haïku. Oui, voilà, moi j'ai parlé de la mondialisation du haïku, qui est comme la mondialisation de la pizza, en définitive. Et j'ai remarqué que là, il y en avait quelques-uns qui parlaient un peu de nourriture. Et à ces heures-là, quand on parle de nourriture à un public, même en faisant de la vulgarisation scientifique, c'est comme quand on parle de petits chats, on gagne un peu son cœur. Mais pas seulement. Merci Magali, je vous récupère le sablier, juste pour que vous puissiez décacheter. Ouh là là, oui, c'est bon. Cette enveloppe. Alors je découvre en même temps que vous, et le premier prix est attribué à Katinka Salzman. Bravo Katinka. Merci beaucoup. Votre réaction ? Je suis très émue, merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un plaisir, un honneur d'être là ce soir. En plus, je reçois ce prix de ma collègue du département, Magali. Donc... Mais je tiens à préciser que je n'avais pas le droit de la noter pour que ce soit dit. Donc voilà. Je n'ai aucun rôle là-dedans. Voilà, il n'y a pas eu de préférence. Oui. Non, et en fait, comme je le disais dans mon petit film, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment l'opportunité ce soir de faire connaître mon travail, mais surtout cette dramaturge. Et puis, j'espère vraiment pouvoir mettre en scène cette pièce un jour prochainement. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Grâce à vous, on va peut-être la découvrir sur les scènes romandes. Hein. J'espère vraiment. C'est ce que vous disiez. Oui. Est-ce que maintenant, vous connaissez parfaitement, sans regarder un chrono, le temps de cuisson d'un œuf, par exemple, 3 minutes? Vous pouvez vous le faire comme ça? Oui, je pense qu'en fait, je peux mettre l'œuf, je fais mon speech, et quand j'arrive au bout, c'est que les 3 minutes sont écoulées. Voilà. Quelle est la suite pour vous? Parce que là, ce soir, on parle de ma thèse, on parle de 3 minutes, mais ensuite, ils n'ont pas fini leur thèse. Il y en a juste quelques-uns qui sont au bout, mais vous en êtes où? Alors moi, il me reste pile 1 an pour terminer ma thèse, donc je suis vraiment sur les starting blocks et voilà. Mais c'est la phase, je pense, la plus intéressante parce qu'il y a vraiment toutes les pièces du puzzle qui se mettent ensemble et on voit l'image finale. Donc vraiment, je suis vraiment ravie. Un petit mot peut-être pour les doctorantes ou doctorants qui sont en début de thèse et qui hésitent à se lancer dans ce concours. Vous les encouragez à le faire ou pas? Oui. Non, bien sûr, je les encourage. Je félicite tous mes compatriotes ce soir. Et franchement, oui, il faut le faire. C'est un exercice formidable. Comme on l'a dit aussi, on est bien entouré, vraiment. Je remercie toute l'équipe de l'université, Fanen, Mallory, voilà, tous les coachs qu'on a eus, Damien, David, etc. Et je fais un petit coucou à mon fils Edouard qui me regarde sûrement à la télé. Je te fais des gros bisous, Edouard. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux. Et voilà, ces 3 lauréats iront en finale suisse le 20 juin. Ce sera à Fribourg. Un grand merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de l'Aimant Bleu et de l'Université de Genève qui ont contribué à la réussite de cette belle soirée. Enfin, merci à vous, cher public, pour vos applaudissements et pour votre soutien. Grand bravo aux doctorants et doctorantes. Vive la recherche. À très vite.